Oui, bonjour. J'ai intitulé le titre de ma présentation Êtes-vous chez vous? Parce que la question se pose vraiment, compte tenu du projet de loi 106 qui institue prochainement, on le craint, la loi sur les hydrocarbures. Donc, mon exposé va se diviser en quelques sections. Je vais faire un rappel déjà sur ce qui s'est passé dans les années 2010-2015 sur le gaz de schiste, toute la question du gaz de schiste, autant au Québec en général. Je vais parler de la genèse un peu du projet de loi 106, la loi des hydrocarbures. En ce qui concerne le territoire, je vais vous indiquer dans la région les endroits où les compagnies ont des droits, sont titulaires de droits d'exploration. Et les régions, il n'y en a pas pour le moment. Je vais parler du projet de loi 106, mais vraiment très brièvement. Je vais laisser la parole à Richard. Je vais ensuite donner quelques réactions qui ont déjà eu lieu depuis quelques semaines. Et puis, je vais essayer de conclure en présentant aussi d'autres grands projets d'hydrocarbures au Québec et au Canada. Mais je vais vraiment passer vite, parce que chacun de ces projets-là pourrait nécessiter 1 heure de présentation. Fait que, on commence tout de suite. En juin 2010, Mme Normando, je vais essayer de me reculer un peu, c'est plus facile, je vais pouvoir voir mon écran, disait qu'il y avait un rendez-vous à ne pas manquer pour le Québec. Elle parlait de quoi? Elle parlait des gaz de schiste. Donc, elle disait qu'on pouvait avoir du gaz de schiste au Québec pour 200 ans. Au mois d'août, à la fin du mois d'août, il commence à y avoir une grogne citoyenne qui commence à s'installer. Les gens qui sont au courant demandent un bureau d'audience publique, des audiences publiques pour pouvoir y voir plus clair. Donc, il y a une première manifestation à Saint-Bruno de Montarville. Je pense que je vais prendre le micro. Ça me fait beaucoup de choses dans les mains, mais ça va être plus facile. Et puis, quelques semaines plus tard, le 22 septembre, le BAP a été déclenché, mais on voit ici Jean Charest qui dit qu'il n'y a pas question de mettre les freins sur le développement. On parle évidemment du développement des gaz de schiste. Au mois d'octobre, Mme Normando est invitée à l'émission Tout le monde en parle. On la voit ici répéter que c'est un rendez-vous avec l'histoire. Et pourquoi on fait ça? C'est pour préserver nos systèmes de santé et d'éducation. Autrement dit, le gaz de schiste va nous apporter beaucoup d'argent. Au mois de décembre 2010, quelques mois plus tard, c'est au tour maintenant du premier ministre du Québec d'être invité à Tout le monde en parle, puisque le dossier du gaz de schiste est vraiment un dossier d'actualité. Et ce qu'il dit à 3 minutes 40, c'est qu'on va faire une loi sur les hydrocarbures, une loi qui encadre l'industrie, avec les standards les plus élevés au monde. Il dit ça à 3 minutes 40 de son intervention. Et à 5 minutes 50, il dit « On n'est pas des experts dans le gaz de schiste. Nous, gouvernement, on ne connaît rien là-dessus. » C'est assez étonnant. D'autant plus qu'à 7 minutes, il dit à peu près le contraire. Il dit « C'est déjà encadré et pour l'essentiel et pour l'avenir, cela sera amplement encadré, faisant référence à l'industrie du gaz de schiste. » Pourtant, le rapport du BAP, le premier BAP sur la question du gaz de schiste, le rapport est publié le 28 février 2011, il est rendu public. Et ce qui est écrit, c'est qu'il y a beaucoup de réponses qui sont partielles ou inexistantes. On a besoin d'en connaître beaucoup plus et il est proposé de procéder à une évaluation environnementale stratégique. Les citoyens continuent à s'organiser, à se mobiliser. Ici, c'est à Montréal, le 18 juin 2011. On estime la foule à peut-être 15 000 personnes. On reconnaît Mme Martine Ouellette, Mme Pauline Marois et les coordonnateurs du regroupement interrégional. Et 1 an plus tard, la manifestation au sommet du Mont-Royal, le 22 avril. Et on peut voir, je le sais pour y avoir été, c'est sur le majeur de la main, parce que la foule a formé comme une main, évidemment, il y avait les opposants au gaz de schiste qui étaient présents. Tous les groupes citoyens sont au niveau du majeur.
Et après cet événement-là, il y a eu une croyance, je l'appelle comme ça, au moratoire. Il y a un moratoire au Québec sur le gaz de schiste, faites-vous-en pas, il n'y a rien qui se passe. Donc, cette croyance-là au moratoire a commencé dès la fin 2011 parce qu'il y a eu un clip d'Équiterre qui mentionnait qu'il y avait un moratoire sur le gaz de schiste. Et évidemment, par après, il y a eu un projet de moratoire, ce projet de loi 37, je vais y revenir, en mai 2013. Et de fil en aiguille, la plupart des commentateurs, des experts, des universitaires, même des employés du ministère, des différents ministères impliqués, ont cru qu'il y avait un moratoire. On leur posait une question, y a-t-il un moratoire? Oui, il y a un moratoire. En fait, il n'y a jamais eu de moratoire au sens légal. Et j'en ai pour preuve que ici, j'ai un article du Devoir du 26 avril 2012 où il est question de l'île d'Anticosti. Et puis, on peut voir qu'il y a un plan qui se développe par la compagnie Junex à Anticosti. Il prévoit forer des puits. Ici, c'est Junex à Gaspé. Le ministère des Richesses naturelles et de la faune émet des permis de forage. Donc, il est où le moratoire? Il y a aussi émission de permis pour des levées sismiques à Anticosti, encore pour la compagnie Junex. Des permis de forage à la compagnie Petrolia le 6 juin 2012 à Aldeman, en Gaspésie. Et puis, ça continue comme ça, mais je coupe un peu court et on arrive au 15 mai 2013 où le ministre de l'Environnement de l'époque, Yves-François Blanchet, dit « ben là, il faudrait vraiment qu'on fasse un moratoire ». Et le moratoire qui était proposé, on le voit ici sur la carte du Québec. Donc, on peut voir la partie qui est à l'intérieur du cercle du contour en rouge, de la ligne rouge. C'est le territoire du Québec qui serait protégé, alors que le restant, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Lac-Saint-Jean, etc., Estrie, ne serait pas protégé par ce projet de loi-là qui avait été déposé par Yves-François Blanchet. Quelques mois plus tard, en janvier 2014, juste un autre exemple, on voit ici un clip d'une image sur RDI. On voit qu'il est écrit que le moratoire est consolidé. On représente la vallée du Saint-Laurent en rouge, comme quoi il n'y a pas de problème. La zone touchée par le moratoire, c'est Trois-Rivières, Québec, Montréal, etc. Ce qui est vraiment archi faux. Il y a quelques énergumènes qui se démènent quand même. Les groupes citoyens continuent l'opération « Vous n'entrerez pas chez nous ». On dépose à l'Assemblée nationale plus de 28 000 signatures. Donc ici, on est en novembre 2014. Et il y a un deuxième rapport du BAP qui est publié, qui est rendu public. Un rapport de 546 pages qui indique que la commission, je vais vous lire le texte, la commission a constaté qu'il n'était pas démontré que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans les basses terres avec la technique de fracturation hydraulique serait avantageuse pour le Québec, en raison de l'ampleur des coûts et des externalités potentielles par rapport aux redevances qui seraient perçues par le Québec. Donc le constat est quand même accablant en ce qui concerne l'industrie. Le lendemain, ou le surlendemain, le 17 décembre 2014, interviewé au téléjournal avec Anne-Céline Galipeau, le premier ministre Couillard dit « Il n'y aura pas d'exploitation du gaz de schiste ». Il exprime de manière claire. Pourtant, le lendemain, dans la presse écrite, le premier ministre Couillard refuse d'imposer un moratoire sur les activités de fracturation. Il dit « Je n'aime pas les moratoires parce que quand vous mettez un moratoire en place, vous verrouillez la porte et je veux que les portes restent ouvertes. » Donc, ça n'a pas pris de temps de changer d'idée. 2014-2016, c'est une période où moi je dis qu'on ouvre la machine parce que d'une part, il y a eu le gouvernement marois qui a décidé d'établir un partenariat avec l'industrie gazière pour aller forer sur l'île d'Anticosti, ou gazière et pétrolière. Donc, on voit ici la première ministre. Il y a, évidemment, quelques semaines plus tard, l'avènement du gouvernement libéral qui met sur pied un plan d'action sur les hydrocarbures qui touche évidemment le gaz de schiste, le pétrole de schiste, le gaz naturel.
et pour ne pas trop braquer la population, il dit on va faire des études. Si je résumais là, en 2 mots, on va faire des études sur la question et même sur le transport d'hydrocarbures. 16 juillet 2014, donc on est à quelques mois du nouveau gouvernement libéral et le ministre de l'Environnement, David Hurtel, décide de faire adopter un règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, qu'on appelle le RPEP, qui dit qu'on peut forer à 500 mètres d'un puits d'eau et qu'on peut forer à 400 mètres sous la surface des nappes aquifères, à une profondeur de 400 mètres sous la surface. Donc, c'est les deux chiffres à noter. 500 mètres du côté, je dirais, horizontal et 400 mètres à la verticale. Quelques semaines plus tard encore, le 31 juillet 2014, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, je souligne, émet des lignes directrices provisoires sur l'exploration gazière et pétrolière, où finalement, ce qu'on indique là, c'est quels sont il n'y a pas encore de règlement d'édicté, il n'y a pas encore de loi sur les hydrocarbures, mais on mentionne déjà que bon, ça serait bon que vous procédiez de telle ou telle manière pour ce qui est de traiter les eaux, pour ce qui est de stocker les eaux sur le site gazier, etc. Le 1er juillet 2015, donc un an plus tard, il y a un rapport important de l'Agence américaine de l'environnement, l'EPA, qui est rendu public et qui dit que finalement, l'industrie du gaz de schiste n'a pas causé des dommages irréparables aux nappes phréatiques aux États-Unis. Et évidemment, l'industrie tout de suite saute là-dessus, dit bon, pas de problème, on va avoir des projets pilotes, on va recommencer nos opérations. Et dans le Courrier Sud, on intitulait l'article « L'industrie contre-attaque ». Le 7 avril 2016, cette année, il y a la politique énergétique du Québec qui est rendue publique par le ministre Arcan. C'est un petit fascicule de 66 pages sur papier glacé où finalement on n'apprend pas grand-chose, sinon que le gouvernement ne met pas de côté les hydrocarbures. Les hydrocarbures font partie de la politique énergétique. On a besoin d'énergie. Et dans cette politique énergétique, il est écrit qu'au niveau légal, au niveau législatif, il va y avoir création d'un organisme qui vise l'économie d'énergie et les transitions énergétiques, ce qu'on appelle maintenant Transition énergétique Québec, et on va réviser les règles de la Régie de l'énergie pour harmoniser le tout. 30 mai 2016, les rapports des EES, des évaluations environnementales stratégiques, sont rendus publics. Évidemment, ça passe vraiment sous le radar, le 30 mai. Il n'y a pas vraiment eu de discussion ou d'analyse de ces rapports-là qui sont assez volumineux chacun, mais peu importe. Ce qui est important de savoir, c'est que une semaine plus tard, il y a le ministre Arcan qui met en œuvre un projet de loi, le 7 juin 2016. C'est le projet de loi 106. Donc, la politique énergétique vient juste d'être rendue publique, est encore chaude, si on peut dire, et une semaine après, la loi 106. Et qu'est-ce qui se cache dans la loi 106? Je vous le présente ici avec une grosse flèche rouge. Et c'est qu'il y a un troisième élément qui se rajoute. Ce troisième élément, c'est l'élaboration d'une loi sur les hydrocarbures, qui n'avait pas été annoncée avant le 7 juin 2016. On s'y attendait par contre. Dans la prochaine section, je vais vous parler un petit peu de la genèse de cette loi sur les hydrocarbures. Donc, en décembre 2010, à propos de forage en Gaspésie, il y a un représentant du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Jean-Yves Laliberté, qui est présentement à l'emploi de Petrolia, qui disait qu'en Gaspésie, les compagnies ne sont pas en production, mais en évaluation. Bon, ils ne sont pas en exploration, ils ne sont pas en exploitation, ils sont en évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est pas clair, la loi ne détermine aucune limite, etc. Cette question fera partie des points revus par la nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui doit être déposée en 2011.
Mais là, on se retrouve en 2013, on est sous le gouvernement Marois, et là aussi, il est écrit qu'au plus tôt, en décembre, il y aura un projet de loi qui va encadrer l'exploitation du pétrole et des autres hydrocarbures au Québec. 27 janvier 2014, un article d'Alexandre Chiz du Devoir, le lobby du pétrole s'active au Québec. Et on apprend qu'il y a 9 lobbyistes qui veulent faire valoir les intérêts des pétrolières dans le cadre de l'élaboration de la future loi sur les hydrocarbures. Quel est leur objectif? Ces dispositions législatives et orientations prévoient un régime de redevance compétitif pour les entreprises exploitant des hydrocarbures au Québec et des modalités qui vont favoriser le développement sécuritaire de l'industrie des hydrocarbures au Québec. Et finalement, ils souhaitent que les hydrocarbures occupent une place plus importante dans la nouvelle stratégie énergétique du Québec. Donc, la date, 27 janvier 2014, on est à peu près 1 an et demi avant le projet de loi 106. Par contre, du côté municipal, certains maires, comme ici le maire de Lévis, peut-être au courant de certaines choses, se dit, écoutez, on ne peut pas laisser ça les choses en l'état. On veut avoir les pleins pouvoirs, non seulement sur le périmètre urbain, mais sur tout aménagement qui touche notre territoire. Cela comprend les milieux humides et les autres milieux naturels, a-t-il insisté. 19 février 2015, quelques mois avant, 1 an avant le projet de loi, il y a un article dans Le Soleil qui est intitulé « Future loi sur les hydrocarbures, les pétrolières seraient-elles prêtes avant le gouvernement ?» Évidemment, probablement que les représentants de l'industrie sont confiants et le ministre Arcan se fait aussi rassurant. Et il dit, c'est clair que l'opinion des municipalités sera prise en compte. On va le voir plus tard avec Richard Angelier, ce qu'il en est. Mais bon. Il dit aussi, il y aura des redevances pour les municipalités. Lors de la dernière campagne électorale, Philippe Couillard a promis un retour de 40% aux municipalités par rapport aux redevances versées à Québec. Mais il faut noter, ajoute-t-il, que Québec ne reçoit que des revenus très minimes de l'industrie. Territoire maintenant,